So today I'm going to talk about the effects of climate change on Alors aujourd'hui, je agriculture. vais parler de l'effet des changements climatiques en production agricole. Veuillez bien, Zahira, me faire savoir si vous ne me comprenez pas. C'est parfait comme ça. Et parler en français quand tu veux. OK. So, je suis Marion Pétégon-Simon, je suis la directrice de recherche chez Valores. Donc, Valores, c'est une institution à but non lucratif qui fait de la recherche appliquée. On offre des services et des accompagnements, donc des analyses d'eau, des analyses de différentes matrices au niveau de la transformation alimentaire aussi, en microbiologie et en chimie. Au niveau de la recherche, principalement, on fait de la valorisation de ressources naturelles, résiduaires et côtières. Puis dans tout ça va rentrer l'adaptation au changement climatique. Aujourd'hui, le plan de ma présentation va suivre 4 points principaux. Donc, une introduction, la méthodologie qu'on a employée. Je vais présenter les principaux résultats, puis je vais terminer par une conclusion. Donc, au niveau de l'introduction, je vais placer un contexte, puis parler des objectifs de l'étude. Donc, comme on le sait, ça touche la péninsule, mais quand même plusieurs zones côtières du Nouveau-Brunswick et de l'Atlantique. On va avoir une augmentation du niveau marin, fréquence et augmentation des tempêtes, baisse de couvert de glace au niveau des côtes, augmentation de l'érosion et de l'inondation, ce qui va créer beaucoup plus de zones à risque et probablement un exode de population. Donc, je m'excuse, juste une seconde. Ça semble qu'on a un petit problème avec l'interprétation sur le côté anglais. OK. Est-ce qu'on pourrait faire un test avec... Non, Alice a dit c'est mieux maintenant. OK, c'est beau. Okay. Well, Merci it's better pour la because pause. I think the French speaker stopped speaking. OK. Okay. Can I go ahead? Oui. Je peux poursuivre? Oui. So there is a lot of problems with Donc, il y a eu beaucoup de problèmes avec le risque en rapport avec les changements climatiques. En français, ou vous voulez que je switch en anglais? Non, continuons en français, s'il vous plaît. OK. Merci. Donc, aujourd'hui, la thématique, c'était de parler des changements climatiques en dehors des infrastructures, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup des infrastructures, donc le choix s'est porté sur d'autres thématiques. Chez Valores, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille sur l'adaptation au changement climatique. Depuis les années 2010, avec le projet Adaptation PA. En 2018, on a commencé un projet sur l'adaptation en lien avec le carbone. En 2020, le projet Adaptation Agriculture. En 2021, avec l'aquaculture. Puis en 2023, on prévoit commencer un nouveau chapitre de l'adaptation au changement climatique. Donc, affaire à suivre pour 2023, je vous l'annoncerai plus tard. Donc aujourd'hui, moi, je vais concentrer ma présentation sur l'adaptation au changement climatique en regard avec l'agriculture. Chez Valores, on a touché plusieurs sous-sujets. Donc, on parle de la sécheresse, la pollinisation, les bioagresseurs, donc spécifiquement les insectes, la bioéconomie, la restauration des zones dénudées, puis l'évaluation de différents scénarios d'adaptation. Puis ma présentation va être principalement focalisée sur tout ce qui est sécheresse, puis vous allez comprendre un peu pourquoi. Donc, les changements climatiques et l'alimentaire, on en parlait tout à l'heure dans le sondage, c'est très, très relié. Toute notre production alimentaire, tout ce qu'on mange finalement vient du sol. Puis le sol et les plantes sont vraiment sujettes à tout ce qui est changement climatique, que ce soit au niveau des températures, que ce soit au niveau du vent, que ce soit au niveau des précipitations. C'est vraiment très, très lié et très, très complexe de comprendre comment les aléas climatiques peuvent avoir un effet sur la production agricole et de facto sur l'alimentation humaine puis animale. Il y a de nombreux défis qui ont été recensés déjà par plusieurs chercheurs, notamment chez Ressources naturelles Canada, mais d'autres scientifiques dans les universités. Puis parmi les grands enjeux qui ont été notés, que nous avons répertoriés, on parle de la sécheresse, donc des sols avec des manques d'eau. On parle aussi de pluviométrie intense, donc beaucoup de pluie. Puis quand on parle de pluie, on parle pas seulement de la quantité d'eau, mais aussi de l'intensité des gouttes qui vont aller créer des problèmes d'érosion hydrique, donc avec des problèmes de perte en terre, de cratères, de crevasses dans les sols agricoles.
Un autre défi, ce sont les insectes. Il y a possibilité que certains insectes qui sont nuisibles apparaissent ou encore des insectes bénéfiques pour l'agriculture qui disparaissent. On peut aussi, en parallèle, parler aussi de tout ce qui est champignons. Un excès d'eau peut créer des problèmes de champignons accrus dans les sols, dans les productions végétales. Puis en dernier lieu, ben, une conséquence en fait de tous ces défis-là qui est au niveau du rendement. Donc, selon l'aléa climatique, selon la saisonnalité, selon l'étendue du problème, selon aussi la façon dont ces aléas climatiques-là agissent, on peut avoir des défis sur les rendements, donc des très bonnes années où on va avoir une bonne production agricole, puis d'autres où on en a beaucoup moins. Donc, tous ces éléments nous ont amenés à nous intéresser à savoir comment est-ce que les producteurs agricoles peuvent s'adapter. Est-ce qu'ils doivent changer leurs itinéraires culturaux? Comment est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'ils en ont conscience? Certainement. Et donc, je vais vous présenter plus spécifiquement pourquoi on s'est intéressé à la sécheresse au niveau agricole. Donc, l'objectif principal du projet, c'était de mesurer les effets des changements climatiques sur la production agricole et identifier les moyens d'adaptation sur les cultures. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux éléments de ce projet. Donc, le premier, c'est ce qu'on a fait au tout début, c'est-à-dire qu'on a fait un inventaire des observations des producteurs sur les impacts, parce qu'on considère qu'il n'y a pas mieux que les gens qui sont sur le terrain eux-mêmes pour nous dire qu'est-ce qu'ils observent, puis depuis combien de temps, puis est-ce que c'est cyclique, etc. Puis la deuxième partie, c'est un suivi qu'on a fait sur le terrain pour regarder la relation entre le sol et la plante, comment est-ce que la plante ou le sol agissent par rapport au climat. Donc, au niveau de la méthodologie, pour les observations des producteurs, on a monté un questionnaire en français et en anglais, donc bilingue, adressé aux producteurs. C'est un questionnaire qui contenait seulement 10 questions, très ciblées. Pour les canaux de distribution, on a utilisé les associations de producteurs, les coopératives, les radios, et puis des courriels directs avec les producteurs agricoles avec lesquels nous travaillons. Marion, oui? désolée de t'interrompre encore une fois. Je me demandais si tu pouvais vérifier si tu es sur Est-ce que tu es en train d'utiliser le service d'interprétation tout de suite? Moi, non. OK. Est-ce que tu pourrais cliquer sur le petit bouton d'interprétation puis assurer que tu es dans Original Audio? Interprétation. Oui, oui, je suis sur Original Okay. Audio. Okay, merci. Désolée de t'interrompre encore une fois. Non, pas de souci. Donc, au niveau du questionnaire, on s'est intéressé au rendement, mais aussi à la qualité de la production agricole. Là, je suis désolée, c'est Air Canada qui parle. Je suis vraiment désolée. On s'est intéressé à savoir si les producteurs avaient remarqué une augmentation ou une baisse de mauvaises herbes, de ravageurs, de certaines maladies, de champignons, de bactéries, d'insectes. Puis aussi, s'il y avait toute autre sorte de problèmes ou de bénéfices qu'ils auraient pu noter ou observer qu'ils pouvaient nous partager. Donc, c'était un peu ça, les différentes questions qui étaient dans le sondage. Au niveau de l'essai qu'on a fait sur le terrain, on s'est concentré sur... Bon, on est allé à différents endroits du Nouveau-Brunswick. Là, aujourd'hui, moi, je vais vous parler des résultats qu'on a obtenus sur la côte est de la province. Donc, on s'est intéressé à différents paramètres, donc l'humidité du sol, parce qu'on voulait regarder par rapport à la sécheresse, puis la conductance stomatique au niveau de la feuille. Donc, la conductance stomatique, c'est un paramètre qui est en lien avec la transpiration de la plante. C'est-à-dire que plus elle va être faible, plus ça va être les pores de la plante qui vont se fermer. Plus elle est élevée, plus les pores de la plante sont ouverts et permettent donc une évapotranspiration plus importante. On a regardé sur 3 saisons, donc le printemps, l'été et l'automne. Puis, on s'est intéressé à différentes productions agricoles, donc production maraîchère, fourragère et des petits fruits également. Donc, maintenant, je vais vous présenter les principaux résultats. Il y en a eu plusieurs. J'ai choisi ceux qui semblaient les plus intéressants. Au niveau du sondage, on a eu 50 répondants à travers toute la province. Donc, sur la carte ici, vous pouvez voir les différents points
où on voit les producteurs qui ont répondu. Puis on a eu plus de producteurs anglophones qui ont répondu au sondage que de producteurs francophones, dont 21 francophones et 29 anglophones. C'était des producteurs qui avaient des productions agricoles variées. Donc, il y avait des bleuets, d'autres petits fruits comme des fraises, des canneberges. On avait la production laitière avec les fourrages. On avait des producteurs qui faisaient différentes sortes de légumes, puis des producteurs qui faisaient un peu de tout. Donc, ce qu'on a regroupé sous la catégorie mixte. Donc, sur ces 50 producteurs-là, la question sur l'effet des changements climatiques sur le rendement nous a montré que selon eux, il y en a 44% qui ont constaté que leur rendement avait diminué au cours des dernières années en lien avec les changements climatiques, selon leur perception. 30% pensent que le rendement a augmenté en lien avec les changements climatiques, puis 18% pensent qu'il n'y a pas eu d'effet probant sur leur rendement. Maintenant, au niveau de la qualité de la production, donc même si le rendement est élevé ou pas élevé, on s'intéresse à la qualité. Donc, il y en a 44% des répondants qui ont dit que la qualité était maintenue, donc c'est quasi la moitié quand même des réponses. On a 20% qui disent que la qualité des produits a augmenté. Donc là, on parle de, par exemple, des bleuets qui seraient plus sucrés ou qui seraient plus gros, à titre d'exemple. Puis 32% qui ont noté une diminution de la qualité de leurs produits. À noter que ici, le terme qualité fait référence à des critères de vente. Donc, les critères que les producteurs vont utiliser pour vendre leurs produits à des transformateurs. On leur a aussi demandé si, pour ceux qui avaient observé des effets, est-ce qu'ils avaient cherché à résoudre le problème et de quelle façon. Et donc, la majorité n'avait rien fait, tout simplement. Donc, il n'y a eu aucune action de fait. Donc, 15 personnes sur 50. Mais un grand nombre a quand même fait certaines choses, comme on parle de changement de variété. Donc, ils ont décidé de produire une autre variété ou une autre espèce de culture. Certains ont commencé à faire de la rotation de culture sur leur propre champ pour nourrir le sol. Puis, d'autres sont allés vers la modernisation d'infrastructures technologiques. Malheureusement, on n'a pas de détails sur la technologie qu'ils ont employée. L'hypothèse était que, puis pour avoir discuté avec eux, c'est que la majorité avait investi dans tout ce qui était irrigation, système d'irrigation ou amélioration de leur système d'irrigation. Quand on leur a demandé quel type de problème spécifique ils avaient observé, on a des réponses assez variées. Mais majoritairement, ce qui sort du lot, c'est que dans un premier temps, réduction de la disponibilité en eau, donc qu'on va traduire aussi par la sécheresse. En deuxième lieu, ça a été la diminution du couvert de neige ou de glace sur les productions. Puis ça, c'est très, très problématique, par exemple, pour la production du bleuet sauvage, parce qu'on a besoin de cette couverture neigeuse-là pour protéger tout ce qui est bourgeon, qui va faire des fleurs, qui va faire des fruits par la suite. En troisième lieu, on a l'augmentation du verglas. Puis ça a été beaucoup observé plus dans les zones du sud, où il y avait des gels tardifs, des gels précoces, ce qui pouvait avoir des gros problèmes sur la production agricole. Et puis, un quatrième qui sort du lot, c'est la pollinisation. Puis ça, c'est un problème qui est de plus en plus grandissant. Il y a des défis au niveau des pollinisateurs naturels. Beaucoup de producteurs sont obligés d'acheter des pollinisateurs d'ailleurs, ça voyage même de très loin des fois, pour permettre la pollinisation dans leurs champs. Au niveau des mesures d'adaptation, j'en parlais tout à l'heure, il y a une grande majorité qui n'ont fait aucune mesure. Puis, dans celles qui sortent du lot, on a les systèmes d'irrigation, amélioration du système d'irrigation. Puis, pour pallier à la sécheresse, il y en a plusieurs qui font des cultures de couverture, qui vont épandre du compost, décompacter le sol, etc., qui va avoir un effet sur la structuration du sol, mais également sur sa capacité à retenir un peu plus d'eau. Donc, tout ça, c'est un peu logique, mais c'était important pour nous d'aller sur le terrain pour avoir
ce que les producteurs vivent au quotidien. Donc, la deuxième partie, c'est les résultats concernant l'essai sur le terrain. On a été plus, donc je précise, sur la côte est du Nouveau-Brunswick, avec différentes cultures. Là, je vous ai présenté seulement celles qui me semblaient d'intérêt, donc le bleuet, le fourrage et la culture de pommes de terre. Donc, comme on voit, on a fait des suivis ici, juillet, août, septembre et octobre. On voit que au niveau de la teneur en eau de façon globale, on a une légère augmentation qui va de juillet à septembre, puis une légère baisse en octobre, ce qui est un peu classique. Mais globalement, les teneurs en eau, là, c'est des résultats de 2021. On en a d'autres de 2022 qu'on est en train de traiter. Puis, c'est sensiblement pareil. On note qu'il y a une sorte de stabilité qui se fait durant l'été et puis en septembre, quand l'automne commence à pointer son nez, une augmentation de teneur en eau relative dans le sol. Lorsqu'on regarde au niveau de la conductance stomatique, donc au niveau des pores des feuilles, on a plutôt une sorte de stabilité, je dirais, si on regarde culture par culture. On a des écarts types qui sont assez grands, mais globalement, on voit que la capacité des feuilles à résister au stress hydrique est quand même bonne, parce que ce soit en juillet ou jusqu'en octobre, on a des valeurs assez similaires quand on regarde le fourrage, quand on regarde le bleuet ou quand on regarde la culture de pommes de terre. Donc, c'est vraiment une tendance qui se maintient. Donc, globalement, ce qu'on a cherché à voir par la suite, c'était de voir est-ce qu'il y avait un lien entre la teneur en eau du sol et la conductance stomatique. Donc, ça, c'est les résultats de nos analyses préliminaires. Si on regarde le graphique qui est complètement à gauche, on voit que, puis ça, c'est un résultat du mois de juillet, puis j'ai pris l'exemple ici de la culture fourragère. On voit qu'il y a une sorte de corrélation qui se fait entre l'humidité et la conductance. Donc, le stress hydrique va être subi par le sol et par la plante. Mais le sol, autant, n'a pas de mécanisme, on va dire, pour se protéger, mais la plante, si. Donc, on voit une belle relation en juillet, mais par contre, quand on regarde les mois qui suivent, donc août, septembre, octobre, on n'a aucune relation. Ce qui va démontrer que cette conductance stomatique, donc cette capacité de la plante à pouvoir fermer ou ouvrir ses pores selon le stress hydrique auquel elle est confrontée, elle est quand même présente, puis elle n'a pas nécessairement de relation directe avec le stress hydrique que va subir le sol. Mais c'est sûr que d'aller, par exemple, permettre une meilleure irrigation, augmenter la quantité d'eau dans le sol, va aider définitivement la plante à produire, on va dire, de bons légumes, de bons fruits, etc. J'en suis arrivée à la conclusion. Donc, globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette présentation? C'est qu'on a à peu près 30% des producteurs, puis je tiens à le préciser, on a eu seulement 50 répondants à travers la province, puis je sais qu'il y en a beaucoup plus. Mais on a seulement 30%, on a 30% qui ont observé des changements au niveau du rendement, donc de la quantité produite au niveau de leurs fruits ou de leurs légumes, et au niveau de la qualité aussi de leurs produits pour le transformateur. Il y a 40% des répondants qui ont dit qu'ils n'avaient mis aucune action pour s'adapter au changement climatique, même s'ils savaient que les changements climatiques étaient présents. Mais en gros, la majorité, pour avoir discuté avec eux, c'était on ne sait pas trop comment faire, quoi faire. 60% ont remarqué qu'il y avait une baisse de disponibilité en eau pour leur culture, une baisse de couvert de neige pour 40% d'entre eux. 30% des producteurs ont observé une augmentation de verglas sur leur terrain. C'était souvent par rapport à un gel tardif ou un gel précoce en automne ou au printemps, pardon. Et 25%, à l'époque, c'était un sondage qui avait été fait en 2021, donc 25% avaient remarqué une baisse des pollinisateurs.
Concernant le stress hydrique, donc les essais qu'on a faits sur le terrain au niveau de la côte est du Nouveau-Brunswick, on a vu que la teneur en eau du sol pouvait fluctuer selon les saisons, mais qu'au niveau de la plante, en tout cas, si on regarde la capacité des feuilles à pouvoir resserrer ou ouvrir leurs pores, on note une certaine stabilité, ce qui montre que malgré le stress hydrique que subit le sol, la plante arrive encore, en tout cas pour l'instant et pour les cultures qu'on a évaluées, à s'adapter au changement climatique, ce qui est très intéressant. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres travaux à faire pour aller répondre à plusieurs questions. Ce que nous, on aimerait, c'est avoir une couverture un peu plus large du territoire du Nouveau-Brunswick au niveau du type de culture, puis au niveau des zones pédoclimatiques, parce que ce qui se passe au nord ne se passe pas au sud. Puis les types de sols au sud sont plus argileux, tandis que les types de sols au nord sont plus sableux. Donc, on a envie de voir quel effet le type de sol peut avoir sur la production agricole en lien avec les changements climatiques toujours. On aimerait poursuivre l'étude de qu'est-ce qui explique les impacts sur la qualité et le rendement des productions agricoles. Il y a déjà un travail qui a été fait sur les différentes solutions sur mesure pour l'adaptation de différentes cultures, mais il y a toute l'évaluation de est-ce que c'est faisable, combien ça va coûter, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans ce type de solution. Je donne un exemple rapide. Par exemple, en Europe, dans la viticulture, donc la culture du raisin pour la production de vin, il y a certaines mesures qui ont été mises en place pour éviter le gel tardif ou le gel précoce. Il y a des structures pour chauffer les champs qui ont été mises en place. Ça coûte excessivement cher. Donc, il y a des mesures qui existent ailleurs. Le tout est de voir comment est-ce qu'on peut soit les mettre en place au Nouveau-Brunswick ou comment est-ce qu'on peut adapter des cultures, ou des fois, c'est peut-être pas d'adaptation possible, c'est juste changer le type de culture. Donc, on continue à travailler sur ce point-là. Donc, ma présentation est terminée. Je vous remercie pour votre écoute. Puis, j'ai oublié de le mentionner au début, c'est un projet qu'on réalise grâce au Fonds fiducie pour l'environnement du Nouveau-Brunswick. Donc, puis merci aussi au RENB de me permettre aujourd'hui de présenter une partie des activités que nous réalisons chez Valores. Merci beaucoup, Marion. Merci. Zachary. Alors, je monte pour trouver la question. Je l'ai perdue. Alors, merci bien aux interprètes qui abordent des questions technologiques en train de songer rapidement, franchement. Je ne sais pas comment ils font à longueur de journée, mais bon. Alors, plusieurs récoltes pérennes ont besoin d'un nombre minimal d'heures de refroidissement pour avoir une bonne production. Est-ce qu'il y a des producteurs au Nouveau-Brunswick qui connaissent des difficultés en matière des cycles de température et le cycle gel-dégel en ce moment? Peux-tu répéter la question? Je vais aller dans l'interprétation. OK. Oui, vas-y. Donc, c'est le mot français que vous devez voir sur le bouton. Oh, et j'ai un appel de Carolyn Metz. Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait répéter la question pour elle? Merci. Oui, en anglais, c'est a lot of perennial food crops, fruit trees. Plusieurs récoltes pérennes, des arbres fruits ont besoin d'un nombre minimal de chill hours, d'heures de refroidissement pour avoir une bonne production. Est-ce que les agriculteurs au Nouveau-Brunswick connaissent des problèmes à cause des fluctuations de température et les cycles de gel que l'on connaît dans les hivers maintenant? Alors, oui, c'est sûr que je n'ai pas de réponse spécifique, mais selon le sondage qu'on a effectué, il y en a plusieurs qui ont déclaré des problèmes de rendement ou de qualité de leurs produits en lien avec le gel-dégel. Donc, par exemple, en début d'hiver, on va penser que l'hiver, l'hiver, c'est pas un bon exemple, plutôt au printemps. Fait que le printemps s'installe, etc. Puis tantôt, j'en parlais dans la présentation, on va avoir un gel tardif. Puis, ça cause de gros problèmes. Je sais que dans l'industrie du bleuet, par exemple, il y a eu une année où il y a eu une production
de grosses pertes, plus de 50% de champs qui étaient perdus. Puis ça, c'est des gros dommages, beaucoup de conséquences au niveau économique pour ces producteurs-là. Certains n'ont pas d'assurance agricole, donc ça crée des problèmes de revenus à la fin. Donc oui, c'est quelque chose qui est ressorti dans le sondage. Okay. And the second part of the question is, Deuxième partie de la question, est-ce qu'ils identifient des solutions, différentes variétés qui arrivent à mieux gérer les changements en matière de changement de température? Pour l'instant, il n'y a aucune solution qui a été vraiment mise en place spécifiquement. Nous, de notre côté, Valores, on n'a pas fourni de solution spécifique à appliquer selon le type de culture. Mais certains producteurs font déjà des choses. Donc, ceux qui ont commencé certaines initiatives, on parle de mettre du paillis, de protéger certaines plantes pour éviter qu'elles soient sujettes à certains aléas climatiques. Mais il n'y a vraiment rien de spécifique pour l'instant qui a été suggéré ou conseillé. Donc, malheureusement, on va dire l'aléa climatique arrive, puis ils le subissent en fait, pour l'instant. Donc, nous, on fait un gros travail de revue documentaire, revue bibliographique, etc., pour voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, comment est-ce que ça se fait, est-ce que c'est applicable ici, etc. Et on est encore dans ce travail-là. Donc, on n'a pas réussi à définir. La seule chose qu'on sait, par contre, c'est qu'il va falloir faire ce qu'on appelle à l'interne des plans d'adaptation au changement climatique spécifiques pour différentes cultures, puis spécifiques pour des régions, comme par exemple les méthodes ou les processus qu'on va proposer pour la culture du bleuet ne vont pas nécessairement être les mêmes pour la culture de pommes de terre ou le fourrage. Il y a une partie de ma présentation où je ne vous ai pas parlé de ça, c'est au niveau de la production laitière. Plusieurs producteurs nous ont parlé des défis qu'ils ont avec les animaux. Les vaches, la qualité du lait n'est pas nécessairement la même lorsqu'il fait trop chaud ou lorsqu'il fait trop froid. Donc, c'est autant d'éléments à prendre en considération. Et la production laitière, c'est quand même quelque chose d'important au Nouveau-Brunswick. Production laitière, production de fourrage, production de pommes de terre, production de bleuets. C'est des grosses industries agricoles au Nouveau-Brunswick. Donc, nous envisageons de travailler en premier avec ces productions-là, puis continuer par la suite avec les plus petites productions qui ne sont pas négligeables non plus, là, qui sont intéressantes. okay, so I hope that answered your question. J'espère que cela a répondu à votre question. Avez-vous d'autres questions pour Marion à ce stade-ci? In the next NBCCAC meeting, oh, sorry, that's not a question, the right question. That's a comment. C'est un No. commentaire, désolé. Non, il n'y a pas d'autres questions. La directrice, alors, je suis directrice générale au Centre Intact sur l'adaptation climat. C'est un groupe de recherche à l'Université de Waterloo et on élabore des solutions pour réduire le risque des événements extrêmes liés aux météo et au changement climatique, notamment les inondations, les feux de forêt et la chaleur extrême. Je partage une présentation pour renverser ou considérer des options pour protéger les individus, les collectivités et les résidences de la chaleur extrême. Et on souligne les solutions comportementales et naturelles. Voilà mon travail. C'est en fonction d'une ligne directrice nationale publiée par le Centre Intact en avril sur comment nous pouvons protéger contre la chaleur extrême. Ce rapport a été n'a pas été réalisé en isolement. Il y a 55 experts dans la question qui ont contribué, notamment plusieurs personnes du réseau environnemental New Brunswick. Nous sommes reconnaissants de tous les apports et tout l'examen de notre travail. C'est un point de départ pour les consignes. Nous faisons faire avancer ce travail dans le secteur de la santé. Brièvement, nous allons parler de pourquoi nous avons besoin de nous adapter aux chaleurs extrêmes au Canada. Un survol de ce qu'on prévoit pour la chaleur extrême au Canada, des mesures pour réduire les aléas et les avantages multiples qu'on peut atteindre tout en minimisant les impacts de la chaleur extrême. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ce n'est pas juste une question écologique.
Nous savons que le Canada s'est réchauffé et ça va continuer à l'avenir et c'est irréversible. Le changement climatique que nous connaissons va au-delà des impacts à l'environnement. C'est tout autant un enjeu social et financier qu'un enjeu écologique. Le graphique bleu avec la ligne qui monte, c'est les pertes assurées dues aux sinistres et à la météo, ce qui coûte plus de 25 millions de dollars en pertes liées aux propriétés. La moyenne est de 2 milliards de dollars par an pour chaque perte assurée. C'est que pour chaque dollar de perte assurée, il y en a 3 ou 4 qui sont fournis par les non assurés, qui sont fournis par le gouvernement, les entreprises et les individus. Ce qui est unique et fait que les chaleurs extrêmes, c'est vraiment un enjeu énorme, c'est que c'est létal. Les gens peuvent mourir. Soyons clairs. La gravité des pertes en matière de la vie humaine est considérable. Dans le tableau, dans le diapo, on voit que sur la côte Est, la vague de chaleur de 2021, il va au-delà de 800 vies perdues et peu de pertes économiques et peu de pertes assurées. Juste pour donner un certain sens des impacts financiers des incidents de météo extrêmes et les pertes associées aux incidents de chaleur extrême. Alors, aborder le changement climatique, notre travail dans le centre intact est axé sur l'adaptation au climat, mais nous savons qu'il faut aborder le changement climatique sur 2 pans. L'adaptation pour gérer les impacts, la mitigation pour réduire les émissions de gaz à effet de serre qui empirent le changement climatique. Ce n'est pas un choix. On doit faire les deux. Beaucoup de soutien à cet égard. Le gouvernement fédéral vient de publier la première stratégie nationale d'adaptation avec des prévisions claires sur comment gérer la chaleur extrême et des programmes pour aider à protéger les Canadiens des impacts de la chaleur extrême. Prochaine diapo. Alors, sur le plan de mauvaises nouvelles, les preuves nous indiquent que les zones urbaines, les villes, les municipalités, c'est vraiment les points chauds pour le réchauffement climatique. Le défi, c'est que les zones urbaines, c'est là où nous avons concentré les populations et également des dynamiques structurelles qui empirent la chaleur. C'est devenu un enjeu national pour les villes et les canadiennes. Dans nos grandes villes, nous avons ce qu'on appelle des îlots de chaleur urbaine. Ça signifie que les zones urbaines sont plus chaudes. C'est significativement, en fait, que les zones avoisinantes. C'est la géométrie urbaine, notamment la chaleur liée aux activités humaines et le fait que nos structures artificielles dures font la rétention de la chaleur et libèrent la chaleur à un bien plus grand degré que les structures végétales ou naturelles. Nous avons également asphalté plusieurs espaces dans nos centres. On a enlevé des éléments de végétation, on a enlevé des sources d'eau et cela empire l'effet d'îlots de chaleur urbaine. Et finalement, on voit les surfaces de température de surface dans nos villes qui sont 10 à 15 degrés Celsius plus chaudes que dans les zones avoisinantes. Et la nuit, il n'y a pas d'effet de refroidissement. En moyenne, on voit il y a une faute de frappe, ça devrait dire 7 sur 10 Canadiens vivent dans l'une des 35 zones métropolitaines dans notre ville. Nous sommes axés là-dessus dans notre rapport. Prochaine diapo. Sur le plan des indicateurs de la chaleur extrême, les données ici, ça vient de la source atlasclimatique.ca. Belle ressource si vous vous intéressez aux indicateurs climatiques. Il y a 3 différents indicateurs liés à la chaleur extrême dans le rapport. Nombre moyen de journée 30 degrés Celsius ou plus. La température maximale annuelle et la durée annuelle des vagues de chaleur. En regardant aux cartes, surtout les 2 cartes en bas, il y a 3 zones dont les
que l'on prévoit qu'ils vont être beaucoup touchés par les zones de chaleur extrême. Il y a on parle des Rocheuses, les prairies avoisinant les États-Unis et au nord du lac Erie, dans les Grands Lacs jusqu'à le fleuve Saint-Laurent et sa vallée. Ce sont là les zones où il y a un pourcentage considérable. C'est là où vit un bon nombre de populations canadiennes. Il y a ainsi un grand besoin que l'on arrive à comprendre cela et prendre des mesures pour se protéger. Prochaine diapo. Alors, nous avons établi une cote, on a établi la liste, on a fait la carte. Voilà, la taille de la zone rouge représente la population qui y vit. Vous pouvez voir que les zones les plus touchées par la chaleur extrême, c'est là où se trouvent certains de nos plus grands centres de population. Winnipeg, Windsor, London, Toronto, Kingston, Ottawa, Montréal. Et également des plus petites collectivités qui sont exposées à la chaleur extrême, où on doit être préoccupé aussi. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, qui est le plus touché? Qui sont les personnes les plus vulnérables à la chaleur extrême? Ce sont 3 groupes. Cela touche les gens qui sont plus exposés d'emblée. Cela comprend les gens qui vivent dans des logements qui sont mal adaptés ou qui ont des enjeux liés à la mobilité ou qui sont isolés du point de vue social, ainsi que les gens qui travaillent à l'extérieur. Deuxièmement, les gens qui ont une plus grande sensibilité à la chaleur extrême, ceci comprend les aînés, les femmes enceintes, les jeunes enfants et les gens ayant des conditions médicales préexistantes. Les gens ayant moins de ressources et d'informations aussi sont plus impactés, les gens à bas revenus, les itinérants et les gens qui sont dans les communautés avec un manque de services. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte pour comment les gens peuvent s'adapter ou s'aider. Donc, voici un peu ça vous donne une idée de l'analytique que nous avons utilisée dans notre recherche. Donc, la bonne nouvelle, nous pouvons faire beaucoup. Il y a plusieurs actions que nous pouvons prendre pour réduire le risque lorsqu'il s'agit de l'extrême chaleur. Et donc, je vais vous montrer maintenant quelques solutions et quelques actions qu'on peut prendre, qui est vraiment le point focal de notre travail et du rapport que nous avons publié, et notre travail en continu. Nous avons regroupé cela, les actions, en 3 catégories. Et la première, c'est la colonne orange, les actions non structurelles. C'est basé sur la planification et les changements de comportement. Il y a l'infrastructure verte, utiliser les arbres, la végétation, les habitats naturels, y compris les corps d'eau. Parce que cela peut aussi aider à rafraîchir et à baisser la température dans les villes, etc. Donc, et la troisième type d'action, c'est les infrastructures grises, comment nous concevons nos bâtiments et comment nous les aménageons. Ça peut avoir une grande influence sur comment nous vivons l'extrême chaleur. Prochaine diapo. En termes des individus, nous avons 3 catégories de gens qui sont impactés. Donc, si on regarde les actions qu'on peut prendre, on a regardé ça par public, type. Et donc, ce sont des choses que les gens qui habitent seuls peuvent faire. Les propriétaires, les gestionnaires de bâtiments résidentiels et commerciaux. Il y a une autre section pour ce que les communautés peuvent faire. Et dans notre rapport, si vous regardez, il y a des icônes qu'on peut cliquer, on peut aller directement à des tableaux, on peut trouver des actions là-dedans. Donc, je vais vous montrer, je vais mettre en relief quelques points saillants qui ont rapport avec les communautés et les propriétaires d'immeubles, etc. Donc, tout le monde peut faire une différence pour eux-mêmes et pour leurs familles et leurs amis en termes de réduire le risque de vivre l'extrême chaleur. Donc, en termes des individus, on peut travailler avec les voisins, nos amis, nos familles pour être mieux préparés.
On peut aussi on peut s'assurer que la fonctionnalité d'avoir d'émettre des alarmes ou des alertes, pardon, par les municipalités en cas d'extrême chaleur. En termes d'infrastructure, nous, en tant qu'individus, nous pouvons planter des arbres, on peut You can maintain plants and greenery that offers cooling and Vous pouvez avoir différents éléments végétatifs pour donner de l'ombre, etc. Donc, on a aussi des techniques pour éviter que la chaleur de l'extérieur entre dans nos bâtiments et dans nos résidences. Donc, dans la photo ici, vous voyez que les plantes servent de façon passive de garder en fait le bâtiment plus frais. Ici, on peut aussi changer l'isolation. Si vous rénovez votre maison, on peut s'assurer qu'il est plus plus hermétique. On peut aussi changer les bardeaux, etc. Si on veut remplacer les fenêtres, on peut aussi mettre une couche qui évite les rayons solaires de rentrer dans la maison. Donc, dans des institutions de santé, on peut aussi faire des grosses modifications à ce niveau. Donc, pour les propriétaires et les gestionnaires d'immeubles, dans les immeubles résidentiels, les défis sont un peu différents parce que les bâtiments peuvent être plus vieux, ils ne sont pas conçus pour l'extrême chaleur. Donc, on peut avoir des plus grandes chaleurs dans les étages plus hauts. Il y a peu de ventilation souvent, une grande considération aussi si on a des pannes électriques dans les résidences multi-étages, on ne peut pas en fait circuler la chaleur ni la clim. Donc, on peut avoir aussi prendre en compte différentes choses à cet effet. Donc, les actions pour les propriétaires, pour le non structurel, la planification et les changements comportementaux, il faut comprendre les vulnérabilités. Donc, les propriétaires ont cette responsabilité d'aider les locataires, de comprendre leurs droits et de leur aider à s'adapter. Travailler et identifier les gens qui sont les plus vulnérables dans les immeubles qui auront peut-être besoin d'une aide supplémentaire pour faire face à la chaleur extrême. Donc, on regarde maintenant aussi les arbres, de l'ombre, surtout dans les stationnements. Comme ça, on peut aussi les toits verts aussi peuvent servir. On peut aussi avoir des bassins d'eau, etc. Donc, prochaine diapo. Les responsabilités des propriétaires. Juste un exemple de ce que la Ville de Toronto suggère aux propriétaires. Donc, publier des informations, des espaces climatisés ou plus frais pour donner l'occasion aux résidents pendant les grosses chaleurs d'avoir un peu de répit. Voici les genres de pratiques qui peuvent être très utiles. Brièvement, dans les communautés, on pense plus stratégiquement, mais les actions sont très similaires à celles dans l'infrastructure verte. Il y a une concentration sur la cime pour atténuer les risques, d'agrandir les corps d'eau et les zones végétatives, établir des réseaux bleu-vert partout dans nos villes. Ça a un impact de fraîcheur, donc des corridors de fraîcheur où les gens peuvent aussi avoir du répit et ça réduit aussi les îlots de chaleur dans les villes. En termes des
du côté non structurel, on garde la on fait une cartographie de vulnérabilité des différentes populations. Donc ici, on voit à Montréal, par exemple, ils font une mise à jour de cette carte en ce moment pour s'assurer qu'ils savent où ces gens sont situés. Et donc, du point de vue de l'infrastructure grise, adapter l'infrastructure des communautés, diminuer la circulation des véhicules. Cela peut exacerber l'effet des îlots de chaleur dans les villes, donc les transports actifs, ça peut faire une grosse différence et ça réduit aussi les coûts. Et il y a des bénéfices au niveau de la santé personnelle aussi, installer des pavés qui reflètent les rayons solaires. Ça peut être aussi une bonne solution. Prochaine diapo. Dans plusieurs villes, ont agrandi leur programme de gestion des arbres et de végétation dans la ville. Donc, ils vont cartographier en fait les espèces d'arbres plantées dans différents endroits et les gèrent avec de l'entretien régulier. C'est un exemple de Calgary ici, la foresterie urbaine qui montre l'emplacement des arbres. Et même les petites communautés le font. À Oakville, par exemple, il y a un programme de foresterie urbaine robuste. On peut aller en ligne et trouver des informations sur des parcs spécifiques ou des espaces publics et savoir quelles espèces ils sont. Donc, c'est une très bonne ressource et c'est un effort que différentes municipalités entreprennent. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Dans plusieurs villes, Montréal comme exemple ici, ils investissent dans les espaces verts et de faire la promotion de la végétation et de la cime verte aussi, parce qu'ils ont reconnu qu'il y a de multiples bénéfices en termes de réduire la chaleur, maintenir meilleur bien-être et santé mentale, donc de ramener la nature dans nos environs. C'est une chose très importante à considérer. Prochaine diapo. En termes d'atteindre multiples bénéfices en prenant de l'action sur l'extrême chaleur, j'ai touché sur plusieurs de ces éléments dans les dernières diapos. On a regardé les actions dans notre rapport et dans notre travail. Et les bénéfices supplémentaires, donc ce qui était évident dans cette révision, c'est de travailler avec la nature et de la ramener. Ça nous aide à atteindre la plupart de ces bénéfices. En vert, ici, vous voyez les co-bénéfices des écosystèmes. Voilà. Typiquement, on ne met pas de valeur financière autant qu'on devrait sur ces choses-là, mais ce sont des avantages réels et significatifs, et c'est quelque chose qu'on devrait prendre en considération quand on prend nos décisions et comment incorporer la nature. Ce diapo met en relief les bénéfices des services écosystémiques, l'effet de rafraîchissement, enlever le CO2 de l'air, réduire l'érosion par la précipitation. Et au niveau de la rue, on a beaucoup plus de biodiversité. Au niveau de la ville, on réduit de façon significative les îlots de chaleur, les particules en ville, l'absorption, les difficultés avec la précipitation. Donc, tout cela s'assure que les villes sont en fait plus agréables à vivre. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Pour revenir à ce point, l'impact climatique et l'extrême chaleur ne sont pas juste des enjeux environnementaux. Avec l'infrastructure naturelle, nous ajoutons du capital naturel, les atouts auxquels on dépend pour les services. Et il y a des connexions, des liens avec le capital humain et social. Il y a beaucoup d'efforts et beaucoup plus de reconnaissance que la vraie économie, l'économie réelle, prend en compte ces trois types de capital. Donc, quand on travaille à augmenter le capital naturel, on renforce nos économies. Cette diapo, c'est
les experts qui ont contribué à notre rapport sur l'extrême chaleur. Sans eux, notre travail n'aurait pas été aussi robuste. Donc, on est très reconnaissant d'avoir des superbes contributions à travers le pays. Merci. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Pour terminer, nous avons besoin de nous adapter à l'extrême chaleur tout de suite. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour redonner, pour aider les résidents, les gestionnaires des immeubles, les propriétaires et les communautés à s'adapter et réduire les risques. Et nos relations sociales avec la nature sont très importantes, ainsi que notre environnement bâti. Prendre de l'action sur l'extrême chaleur, il y a plusieurs occasions, possibilités. On peut rendre nos vies plus confortables, plus aisées, et donc c'est essentiel pour le bien-être. Donc, j'invite tout le monde à partager leurs commentaires et Thank leurs you. questions. Je partais directement dans les questions. Nous sommes à notre pause maintenant. Donc, je vais demander aux participants de nous donner 5 minutes de pause juste pour poser quelques questions à Caroline. Et ensuite, on va vous donner 10 minutes de pause au lieu de 15 minutes pour qu'on puisse juste revenir à l'horaire prévu. Donc, si ça va pour vous, Caroline, on va y aller de l'avant. Désolé d'aller si rapidement. J'ai juste bien hâte. Donc, l'une des ressources qui a été partagée, c'est sur les politiques de NB Power, la proximité des arbres, des lignes électriques et comment on peut planter des arbres quand cette compagnie d'utilité ne veut pas avoir des arbres à proximité de ces lignes électriques. C'est une très bonne question. C'est aux résidents des communautés de travailler avec les municipalités pour retrouver un terrain d'entente et de prendre en compte, bon, il y a des difficultés, évidemment, et des défis qui sont posés par ces lignes électriques et il faut être reconnaissant de cela et travailler avec. Mais il y a plusieurs possibilités et occasions qu'on peut prendre dans les propriétés résidentielles, par exemple, le long des clôtures ou des murs. On peut avoir de la végétation florissante ou des vignes, les espaces de jardin, améliorer cela, des zones où vous pensez que vous pouvez bénéficier et améliorer la végétation. Ça peut porter fruit. Il faut penser aux restrictions municipales et il faut travailler toujours avec ces contraintes. Merveilleux. Est-ce que les surfaces perméables sont bonnes pour les endroits où il y a des gels, comme ici au Nouveau-Brunswick? C'est une bonne question. Ma compréhension est que oui, c'est applicable. Les pavés perméables laissent passer l'eau, donc il y a plus de possibilités d'absorption, mais il faut regarder les spécifications des manufacturiers pour les chaussées pour voir si c'est possible. Excellent. Est-ce que Intact a fait du travail sur la corrélation entre la quantité de la quantité, en fait, d'asphalte ou de bitume qu'on peut utiliser pour maintenir des espaces agréables. On a regardé, il y a différents groupes de recherche qui investissent beaucoup dans des impacts sur de la chaleur extrême. Ils intègrent des aspects d'infrastructure des bâtiments et ils regardent ces variables et ces paramètres. Je dirais que la trajectoire de la recherche en ce moment, dans la prochaine année, 5 ans, il y aura beaucoup plus de travail qui vont sortir avec les événements tragiques l'été de 2021 en Colombie-Britannique. Donc, on met tous nos efforts pour comprendre comment atténuer l'extrême chaleur. Donc, je suis très encouragé par cela. Vous êtes très rapide avec vos réponses, mais elles sont aussi très informatives. J'ai une autre question rapide.
Et ensuite, on va aller en pause. Est-ce que l'industrie des assurances soutient l'installation des toits verts, ou est-ce qu'il y a beaucoup de complexité? Oui, il y a des complexités avec cela. Je ne sais pas quelles sont les demandes en termes d'assurance, les considérations dans ce sens. C'est un sujet qui commence à venir en général. En tout cas, ça vient au premier plan. Donc, ça fonctionne mieux en fait pour les nouvelles constructions et pas les rénovations aux structures existantes. Donc, il y a des considérations à prendre, peu importe, mais pour les nouveaux immeubles, c'est attirant en termes de caractéristiques et c'est quelque chose qu'on peut mettre en œuvre qui permet un entretien régulier et s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres, en tout cas des problèmes connexes comme des fuites, etc. Il y a des groupes, si vous regardez sur Google, il y a des OBNL qui travaillent sur des toits verts. Ils peuvent donner beaucoup d'informations utiles dans ce sens. Et je dirais qu'à la maison ou dans différents immeubles, bon, quand on réaménage les bâtiments, c'est plus difficile que les nouvelles constructions. Dernière question. Quand est-ce que les cartes de vulnérabilité sociale seront prêtes et comment on peut les accéder? Montréal a avancé la cartographie des populations vulnérables. Nous entreprenons un projet en ce moment pour travailler avec une agence de santé au niveau national pour développer ou explorer ce sujet davantage pour penser à comment, à travers le pays, nous pouvons concevoir un programme pour identifier les populations vulnérables et comment développer un système pour les vérifier et s'assurer que ça fonctionne. Et donc, on essaie de cartographier leurs emplacements et d'être reconnaissant de ça, mais comment bâtir un système pour faire un suivi, pour s'assurer qu'ils sont bien, qu'ils ont accès à différentes façons de rafraîchir les espaces, les ventilations, bon, qu'ils aient quelqu'un qui peut les amener à un centre de rafraîchissement. Donc, il faut trouver les populations vulnérables et s'assurer de faire un suivi, de travailler avec différents OBNL, la Croix-Rouge ou l'Armée du Salut, des groupes qui sont très actifs dans les communautés, profiter de ces engagements, de ces relations pour fournir des informations aux gens et des ressources et une occasion de faire un suivi avec les plus vulnérables. C'est tout pour moi. Excellent. Merci énormément, Caroline. On apprécie votre présentation. C'était très bien reçu avec toutes les questions que nous avons reçues. Et donc, j'espère que vous allez pouvoir rester des nôtres pour le reste de l'après-midi. Sinon, merci beaucoup pour votre temps. On va passer maintenant à notre pause santé. On va changer de 15 minutes à 10 minutes. Donc, on se retrouve ici à 14h51, 52, par là. Merci, Caroline. Merci.